je fais une transition avec les futures intervenantes par rapport à ce que disait Jean-Paul. Ça me fait furieusement penser, moi, à tout ce qui s'est fait ces 2 dernières années, au film qui avait été réalisé il y a une quinzaine d'années par Télé Mille Vaches sur tous les lieux de mémoire sur le plateau. Il y avait les fusillés pour l'exemple, le camp de la Courtine, Jansiou, et je me rappelle de ça parce qu'on avait fait le combat et malheureusement Yann Lemarie est parti, mais le combat pour la réhabilitation du soldat Lemarie fusillé pour l'exemple en Corrèze. Et pour dire que ce combat mémoriel est aussi un combat qui trouve des prolongements aujourd'hui, j'ai fini ma transition pour laisser la parole aux 2 coprésidentes de l'association La Courtine 1917 qui vont nous présenter, comme on est là pour parler de livres, qui vont nous présenter les publications des éditions La Courtine 17. Voilà. Et qui vous donne rendez-vous dimanche 6 juillet à Saint-Martin-la-Méanne avec l'Amicale laïque, l'ANACRE et l'ARAC pour une après-midi autour des mutations. Le plus judicieux, c'est toi, Marina, qu'il faut que tu présentes l'association, puisque c'est l'association oui, je présente l'association. Qui a édité les bouquins. Je parlerai en dernier. Je vais surtout présenter, j'allais là-bas, peut-être, ce sera mieux, je prendrai le dos comme ça, oui. Je vais surtout présenter une des publications de La Courtine 1917. Là, il y a le premier, ce qui s'appelle les cahiers de La Courtine 1917. Là, il y a le numéro 1. Et là, il y a le numéro 17. Donc, l'association de La Courtine 1917 a été créée en 2014. Bien joué. Dont on a fêté les 10 ans la semaine dernière pour faire vivre cette mémoire des soldats russes. Et donc, cette association a des publications autonomes, notamment les cahiers qu'on écrit, qu'on fait éditer. Et c'est un bulletin semestriel et c'est des numéros, c'est une publication de référence. Ça demande énormément de travail puisque la première ressource pour faire connaître cette histoire provient des historiens eux-mêmes, professeurs d'histoire ou universitaires, qui ont travaillé sur le corps expéditionnaire russe en France en 1917. Et le spécialiste sur ce sujet, c'est un historien qui a écrit sa thèse d'histoire là-dessus, c'est Rémi Adam, qui nous aide souvent, collabore souvent avec La Courtine 1917 pour des interventions. Il interviendra au colloque que nous préparons là à Vitry-sur-Seine le 4 et 5 octobre sur cette histoire-là. Et d'autres historiens ayant travaillé sur le thème de la Première Guerre mondiale, à savoir Jean-Yves Le Naour, ou aussi des spécialistes de l'histoire de la Révolution russe. Et ils ont écrit des articles dès le premier numéro pour faire connaître cette histoire et continuent depuis à écrire dans ces numéros. Alors, l'association fait des colloques, comme elle en a fait un en avril 2016 pour fêter le centenaire de l'arrivée des soldats russes à Marseille. C'était un colloque à Marseille où ces historiens sont intervenus et où ils ont fait l'objet de 2 numéros des cahiers de La Courtine. Leurs interventions sont retranscrites dans 2 numéros des cahiers de La Courtine. La seconde ressource qui nous permet de publier des articles, c'est celle des descendants des soldats russes qui sont restés en France après 1920 et qui ont fondé une famille. Comme l'a dit Jean-Paul tout à l'heure, il y en a qui ont été emprisonnés à l'île d'Aix, d'autres qui ont été, après 1918, après la répression de 1917, d'autres qui ont été en Algérie, où les conditions étaient difficiles, et d'autres qui ont accepté de travailler dans des
pas dans des camps de travail, mais dans des usines, des carrières, des forêts, dans l'est de la France, puisque tous les hommes étaient partis là-bas. Donc ils sont restés sur place, ils y ont fondé une famille. Et ces descendants, bon, on retrouve souvent des carnets de notes de guerre, soit de leur père, soit de leur grand-père, et russes. Et ils ont également de nombreuses photos qu'ils ont prises pendant et avant la guerre. Donc ces témoignages de descendants se retrouvent dans les 17 numéros. Et d'autres témoignages sont aussi importants, c'est de soldats français qui ont eu affaire avec les soldats russes pendant leur intervention, enfin pendant la guerre, en 1916, 1917 et après, 1918. Et c'est par exemple celui d'un compositeur breton qui s'appelle Paul Leflemme, qui était musicien amateur et qui a fait, après ses études de philosophie, il a dit bon, je vais approfondir mes connaissances en musique. Et pour cela, il a eu connaissance à Rennes d'une annonce d'une famille française qui s'était installée à Moscou et qui voulait un précepteur pour son fils. Donc il est allé là-bas et ensuite, pendant la guerre, il a été mobilisé en tant que brancardier. Et c'est en 1916, quand l'état-major a su qu'il connaissait le russe et qu'il faisait de la musique, lui a proposé de former une fanfare, puisque les Russes de toutes conditions aiment beaucoup la musique, aiment beaucoup les chants et aiment beaucoup danser. Donc lui était chef d'orchestre de ces Russes qui avaient une fanfare. Et un autre témoignage qui est sorti tout à fait récemment, dans le cahier numéro 17, qui date d'avril 1925, c'est celui de André Aubet, qu'on ne connaît pas, qui est un auteur dramatique et qui était infirmier pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a écrit un témoignage qui s'appelle Camarade Rousski, et donc camarade russe, et donc il a écrit en 1920 sur l'histoire des soldats russes et de leur mutinerie. Et il était aux abords du camp de la Courtine en août, il est arrivé à la Courtine en août 1917, et il était aux abords du camp de la Courtine en septembre 1917, pendant la répression. Et comme ils n'avaient rien, ils sont venus de, je ne sais plus où, dans Émoutier en Haute-Vienne, jusqu'à Felletin, Aubusson et la Courtine, ils sont venus à pied. Et tout au long de ce périple à pied, il y avait plusieurs membres des soldats russes, des gradés, parce que je ne connais pas trop les grades dans l'armée, moi, les militaires, je ne connais pas trop, je n'aime pas trop. Mais il a eu affaire il a eu des confidences d'un colonel, un capitaine-colonel russe, qui devait réprimer les soldats de la Courtine. Et c'est très poignant, son témoignage, ça fait 15 pages, mais on les lit facilement parce que c'est très poignant, et on voit que même pour les gradés russes, c'était un crève-cœur de taper, parce qu'il y a eu des canonnades pendant 3 jours, des lancers de canons, de lancer ces canons dans le camp de la Courtine et de faire des blessés. Pour lui, c'était un crève-cœur. Et donc, ce témoignage est quand même assez surprenant, puisque il n'a pas assisté directement, mais indirectement par les témoignages, par les confidences de ce colonel russe. Alors aussi, les cahiers de la Courtine, tout au long des 17 numéros, mais surtout plutôt dans les derniers numéros, c'est l'histoire des mutineries dans tous les pays, comme par exemple celle dans l'armée britannique, dans le Pas-de-Calais en septembre 1917, en Allemagne en 1918, et celle de l'armée noire, celle de la mer Noire en 1919, des soldats croates dans l'armée allemande à Villefranche-de-Rouergue,
dans l'Aveyron. Et c'est publié aussi septembre de 1943, donc c'est la Seconde Guerre mondiale. C'est tout à fait surprenant, cette mutinerie des soldats croates dans l'armée allemande qui se sont recrutés dans l'armée allemande, qui se sont rebellés et qui se sont fait réprimer férocement. Et d'ailleurs, à Villefranche-de-Rouergue, il y a un monument en leur hommage. Et c'est aussi... cette mutinerie est assez surprenante. Donc c'est aussi l'histoire qu'on essaye de relater, qu'on relate et sur lesquelles il y a pas mal d'articles, des oppositions à la guerre et à toutes les guerres. Et par exemple, comme celle des députés français qui ont voté contre les crédits de guerre en 1916. Et il fallait avoir le courage de le faire, puisque c'est très actuel. Hein. Les députés actuellement, il faut se défendre, pareil. Il faut aider l'Ukraine. On ne sait pas qui on aide, mais on sait que c'est surtout les marchands d'armes et les dirigeants qu'on aide. Donc c'est en ce moment très actuel le fait d'appeler à voter contre les crédits de guerre, puisque, comme le disait Henri ce matin, les marchands d'armes, ils se font leur beurre, et plus que leur beurre. Hein. Donc, et avec les canons. Et c'est tout. Alors, il y a aussi celle de l'opposition à la guerre d'Algérie, de la population, par exemple, de Lavilledieu en Creuse, qui voyait des convois de soldats à rappeler, circuler dans leur ville, dans leur village plutôt, parce que Lavilledieu... 50 habitants. Oui, c'est un petit village, et qui ont arrêté, les soldats se sont rebellés déjà, et la population de Lavilledieu, elle a été solidaire avec eux, et a arrêté un des camions, le dernier camion du convoi, si je me souviens bien, ce qui veut dire que la guerre, on est dans la situation actuelle, et peut-être même dans toutes les situations, on voit que les dirigeants font la guerre, mais la population, même les soldats, comme on dit ici, les soldats russes ou les soldats ukrainiens arrêtaient de faire la guerre, arrêtaient de se battre, mais il n'y aurait plus de guerre, c'est clair. Donc c'est un peu un peu et même beaucoup, ce qu'on essaie de faire connaître dans ces publications qui sont semestrielles. Voilà. Et qu'on continuera de faire paraître. Ah non ? À toi. Alors, moi, je vais me lever aussi, je vais faire comme Jean-Paul. Je vais pas vous raconter l'histoire des lutins, puisque Jean-Paul l'a fait. Alors, moi, je vais vous parler de ces deux livres qui ont été édités, qui relatent cette histoire, mais qui ont été édités par nos éditions, d'Accorti 1917. Donc, celui-là, Dimitri Lizovenko, qui a été le premier que l'on l'a édité en 2022. Et celui-là, qui a été édité en 2023. C'est ça ? Quoi, c'est ? Je me suis trompée ? Je ne suis Voilà. pas perturbé par ces Ah oui, qu'est-ce qu'ils ont dit eux ? Donc, alors, le premier, je voudrais quand même citer les traducteurs, parce que, d'abord, c'est des femmes. Donc, il y a Evelyne Segar, Lumila Filina, Hélène Oyer, et il y a monsieur Didier Chaille. Et alors, ces livres sont des témoignages donc de soldats, de mutins de la Courtine. Ils sont tous les deux extrêmement bien documentés par Rémi Adam, l'historien justement dont parlait Marinette, l'historien de la Première Guerre mondiale, qui là met des notes, il y a des notes de bas de page qui expliquent, qui rectifient, voilà. Et là aussi, d'ailleurs, voilà. Et là, il a été traduit par Evelyne Segar. Alors, celui-là, il a été publié en URSS en 1960. Et celui-là, il a été publié en URSS en 1931. Voilà. C'est intéressant quand même à savoir. Alors, la différence entre les deux ouvrages, pour moi, il tient à ça, c'est que celui-là, Lizovenko, s'est appuyé sur des documents, il a eu accès aux archives militaires russes,
Il s'est aussi documenté avec le bouquin de Pierre Poitvin qui a été publié dans les années 20, bon, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui quand même. Alors que celui-là, c'est un récit vraiment, je dirais, c'est un récit qui est bourré d'anecdotes, c'est pas marrant, hein, mais je veux dire, c'est vraiment, il est truculent, quoi. Il parle vraiment de, voilà. Alors que là, c'est beaucoup plus, je dirais, universitaire, scientifique. Voilà. Et je voulais juste vous citer des choses qu'ils disent parce que je trouve que leurs citations sont assez significatives et permettent bien de comprendre. Par exemple, Koslov, il dit « Qui était au courant qu'on nous vendait pour des munitions ?» C'est la première phrase de ce livre. Et Lisovenko lui dit « Les banquiers français proposèrent de faire appel à leurs débiteurs, la Russie tsariste, avec l'histoire des emprunts russes, etc. L'intention des banquiers français de se servir des soldats russes comme chair à canon fut soutenue et approuvée par les socialistes français. » Bon, ça c'est un petit coup de griffe, mais après tout, ça vaut le coup d'être dit. Et alors, le casting, parce qu'il y a eu un casting pour envoyer les soldats russes en France. Donc Koslov le raconte bien, il dit on choisissait les grands, les forts, en bonne santé, bien bâtis, et on prêtait attention à la beauté. Donc il fallait que les soldats russes qui arrivaient en France soient vraiment, voilà. Et il dit aussi, vêtus proprement, assortis les uns aux autres. Alors, ils partent sur des bateaux. Entre parenthèses, les bateaux étaient affrétés par des armuriers, par des commerçants français, donc ils ne voulaient pas renoncer à leur chargement, donc ils ont entassé les hommes, mais ils ont entassé aussi leurs marchandises, ce qui fait qu'il y avait très peu de place. Déjà, les bateaux étaient surchargés, et les marchandises en plus, parce qu'il ne fallait surtout pas perdre d'argent. Les commerçants français, les armateurs ne voulaient surtout pas prendre. Donc les conditions de voyage ont été absolument abominables, sans compter bien sûr que la nourriture était composée. Alors je vous cite, soupe en conserve, galettes et lentilles, ça c'est Koslov, et Lisovenko, d'eau dessalée puis bouillie. Et bon, sans compter les brimades des officiers, évidemment, parce qu'il y avait la promiscuité était effroyable, ainsi que la mauvaise ventilation et le manque constant d'eau. Et bien sûr, les intimidations, les châtiments corporels, enfin ça a été absolument abominable, les voyages. Donc ils arrivent, je fais vite, hein, ils arrivent. Donc lui, il arrive à Brest, et lui, il arrive à Marseille. Donc, ils sont envoyés au camp de Mailly, comme l'a dit Jean-Paul, pour faire un entraînement. Et Lisovenko dit quelque chose d'intéressant aussi. Il dit « Les tranchées françaises s'avérèrent trop petites pour nos soldats. En fait, les soldats russes étaient beaucoup plus grands que les soldats français. » Et oui, voilà. Voilà. Et ça, c'est intéressant, hein, c'est vraiment... Et alors maintenant, donc ils sont envoyés sur le front de Champagne. Et Lisovenko écrit ça. Ainsi, à l'été 1916, des soldats russes luttèrent dans les tranchées françaises, loin de la mère patrie, pour répandre leur sang dans une guerre défendant les intérêts étrangers. Donc vous voyez, il y avait... Alors, je ne sais pas si cette conscience lui est arrivée après, mais en tout cas, cette conscience était là. Et une anecdote, par contre, Lisovenko raconte que quand ils sont arrivés en face des tranchées allemandes, les Allemands leur souhaitent la bienvenue avec une pancarte qui disait « Bonjour la première brigade russe, l'espace vous manquait pour mourir en Russie? Vous allez mourir en France. » Voilà ce que raconte Lisovenko. Donc, février 1917, bon, ils se battent sur le front de Champagne, ils entendent parler de la Révolution, et donc à partir du moment où ils entendent parler de la Révolution de février 1917, ils veulent arrêter, ils veulent rentrer chez eux. Donc Lisovenko écrit « Les soldats exigeaient l'arrêt de la guerre et refusaient de continuer l'offensive qui avait débuté de façon si calamiteuse. » Et, autre prise de conscience, la contamination des troupes françaises. Koslov écrit « Il est clair que le commandement commençait à craindre que nous ne contaminions les troupes françaises. » En parlant avec leurs homologues russes, les soldats français puisèrent mes idées qui s'étaient répandues dans la grande masse des soldats russes à la fin de l'offensive d'avril. Donc, ils disent non à la guerre. Faire la guerre pour la bourgeoisie, tout le monde en a assez. Il est temps de retourner les armes contre les classes dirigeantes.
Et donc, je fais vite, hein, ils arrivent à la courtine. Et donc, quand ils arrivent à la courtine, alors, je cite Kozlov, à la réunion suivante, on décida de ne pas procéder aux exercices et d'exiger catégoriquement, ça c'était avant, hein, en fait ils avaient exigé d'être envoyés dans un camp aménagé correctement, parce que jusque-là ils étaient dispersés. Excusez-moi, je mélange toutes mes notes, je vais aller vite, sinon Henri va me fâcher. Donc, ainsi, la bourgeoisie française, effrayée par le mouvement révolutionnaire des soldats russes, se hâta-t-elle d'isoler les régiments de son armée, aussi bien de les isoler donc, que des centres ouvriers, et les installa loin, à l'arrière, au camp de la Courtine. Voilà. Donc, je vais passer parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc après, bon, il y a le fameux assaut du camp de la Courtine qui a été un truc abominable. Donc le 14 septembre, après l'ultimatum qu'ils ont refusé, les mutins font entendre la Marseillaise, mais pas la Marseillaise qu'on connaît sur l'air de la Marseillaise, mais la Marseillaise russe, si je peux dire. Et le 16 septembre, au matin, un grand silence. Ils ont d'abord fait des tirs au-dessus du camp, c'est ce que disent les deux auteurs. Et puis le 16 septembre au matin, silence, et à 10 h, le premier obus éclate dans le camp, puis deux autres obus. Et c'est le bâtiment du Soviet, ils avaient formé un Soviet, c'est le bâtiment du Soviet qui est visé, bien sûr. C'est le bâtiment du Soviet qui est visé. Et malgré les coups de feu, écrit Lizovenko, contre les occupants, le Soviet n'autorisait pas les soldats à répondre par les armes. Alors ça, je ne sais pas, c'est extraordinaire, ils n'ont pas répliqué. Ils n'ont pas répliqué. Enfin, dans les bouquins, les deux disent qu'ils n'ont pas répliqué. Enfin, ils n'ont pas répliqué au début. Bon, voilà, donc écoutez, je ne vais pas tout vous lire, j'espère juste que ça va vous donner envie de les lire, parce qu'il y a des choses vraiment étonnantes, quoi, des choses qui nous parlent, quoi, dans notre quotidien, et qui sont tout à fait humaines, si je peux dire, et voilà. Donc voilà, Dimitri Lizovenko et Alexandre Kozlov. Qui se sont croisés d'ailleurs. Ah oui, j'ai oublié, oui, ils se sont croisés. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux-là se sont croisés. Figurez-vous qu'ils ont été... ils ont été... Oui. Et Kozlov, est amené au Fort Liedo sur l'île d'Aix. Et il part à Dole et il rencontre Lizovenko et ils vont s'enfuir tous les deux en Suisse. Ils vont s'enfuir tous les deux en Suisse et de là, ils vont réussir à gagner la Russie. Voilà. Voilà. Est-ce que tu peux dire un mot, s'il te plaît, annoncer le colloque, parce qu'on a le matos qui est là, et annoncer le colloque, et je pense que ça intéresse tout le monde. J'ai fait passer le prospectus, mais un peu la philosophie du colloque. Oui, écoutez, on fait un colloque, donc, qui est, le thème est mutins, réfractaires, déserteurs, objecteurs de conscience. Je pense qu'à l'heure actuelle, il faut vraiment faire le plus de manifestations possible pour dire qu'on est pour la paix, qu'on a marre des va-t-en-guerre. Toutes les fois que j'écoute les infos, même encore ce matin, mais je fais des bonds jusqu'au plafond, je me dis, c'est pas vrai, quoi. C'est pas possible, ils sont tous d'accord, les médias, tout le monde, enfin, il n'y a pas une seule voix divergente, quoi. C'est insupportable. Donc, comment les oppositions aux guerres se sont manifestées dans les conflits et les populations depuis la Première Guerre mondiale. Je vais laisser la parole à Jean-Paul, que j'entends qui peut-être en dira plus que moi, et puis de façon plus calme, parce que moi, ça me révolte. Voilà. Je voulais juste, si oui. tu permets, par rapport justement à l'appel à la paix et tout, il faut quand même rappeler le combat pour la Palestine, il bien vient pas sûr. de là. Mais en même temps, il faut aussi rappeler tous les objecteurs de conscience en Israël, où à 18 ans, on leur demande d'aller faire la guerre et qu'aujourd'hui sont dans les prisons. Oui, est-ce qu'on a des infos là-dessus? Parce que j'ai l'impression d'une espèce d'omerta. Non, les infos, tu les as via... Voilà. Hein, mais c'est des centaines de jeunes qui refusent d'aller à la guerre. Il y a un très beau livre de Martin Barzilai qui vient de sortir. Nous, les refusniks. Voilà. Et ils sont en prison, ils les emprisonnent. En Israël et en Ukraine et en Russie, on a des infos ou pas en URSS? Oui, il y a un bouquin qui vient de sortir, l'Observatoire des armements aussi vient de sortir un bouquin sur uniquement les Russes. Oui.
qui refusent Il y a de faire la il y a guerre. visage Parce que- découvert, Il vient de hein, sortir, il parle- là, Moi, j'avais su au début de la guerre à l'université de Moscou, qu'on connaît un peu, où on était allé avec mon mari, on a su qu'il y avait les étudiants qui avaient écrit, les étudiants, les professeurs qui avaient écrit une lettre contre la guerre. Mais j'ai plus de nouvelles, parce qu'on était en contact avec nos petits étudiants russes, et j'ai plus de nouvelles. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le hasard a fait qu'on a rencontré, enfin, D'accord. pour le festival photographique, à l'Observatoire des armements à Lyon. Oui, Hein, donc il y avait le gars qui venait juste de sortir ce bouquin. d'accord. Voilà. C'est uniquement les Russes, c'est pas C'est les uniquement Ukrainiens. les Russes. Mais je pense qu'il y en a Comment du tu côté l'appelles ukrainien. C'est Tony Fortin. L'Observatoire des armements. Non, mais le gars qui a écrit le bouquin. C'est Tony, c'est pas Tony Fortin. Capitalisme et les dictatures. Ah oui, bah oui, d'accord. Bon. Je veux dire C'est un copain. Et mais c'est voilà, un on gros n'entend bouquin, pas enfin, ça. c'est impressionnant. Hein. On entend pas, on a l'impression, là, surtout depuis qu'il frappe l'Iran, qu'il y a un consensus pour dire... non, mais, Oui, c'est ça. Oui. Jean-Paul, tu peux nous dire en 2 mots Oui. si tu as des choses à rajouter sur oui, le colloque? on parle du colloque, parce que j'ai Euh, pas Oui, eu- très très rapidement. C'est un colloque où il va y avoir 9 intervenants, 6 historiens, 3 qui ne le sont pas. Ces historiens sont vraiment des pointures dans leur domaine. Je voudrais juste mettre en évidence peut-être ce qu'il y a d'un peu particulier. Vous avez un mec qui s'appelle Victor Pereira, qui est un historien portugais, qui lui va intervenir sur le mouvement de refus de la guerre et d'entrer dans l'armée coloniale portugaise avant la révolution de 1974. Et moi, je savais qu'il y a eu ce mouvement, mais j'étais loin d'imaginer qu'il y avait eu plus de 200 000 jeunes qui avaient fui le Portugal pour ne pas rentrer dans l'armée, dont beaucoup se sont retrouvés dans les grandes métropoles en France, à Lyon, à Paris et ailleurs, et ont fait d'ailleurs œuvre de militantisme dans pas mal d'organisations pour après revenir en 1974 quand il y a eu la révolution des Unis. Il y aura, Marinette parlait tout à l'heure du mouvement de la population de la Ville-Dieu contre le départ des soldats en Algérie, pour la guerre d'Algérie. Le maire de la Ville-Dieu va venir pour évoquer cette histoire qui a eu quand même des rebondissements parce que, bon, d'une part, le maire de l'époque a été révoqué, le directeur de l'école aussi, il y a eu des condamnations qui ont été prononcées, mais il y a eu surtout ce mouvement de la population auquel la population de Jansiou et d'autres communes aux alentours ont pris part en solidarité avec la Ville-Dieu. Et il y aura le maire de Jansiou qui va intervenir également sur la portée de l'existence de ce monument, pas simplement pour Jansiou, pas simplement pour la Creuse, mais qui a une portée désormais plus que nationale. Donc il y aura pas mal d'éclairages, et puis on a invité une historienne qui s'appelle Armelle Mabon, qui va intervenir sur les tirailleurs sénégalais qui ont été fusillés en 1944 quand ils avaient le front de demander leur solde que l'armée française leur refusait. Elle est spécialiste sur cette question, ça fait 20 ans qu'elle travaille dessus et elle va intervenir là-dessus. Il y aura également une intervention qui sera intéressante, c'est le petit-fils de Alban Liechti. Alban Liechti a été le premier réfractaire à la guerre de l'Algérie français, parmi les soldats français, et c'est son petit-fils qui est l'auteur d'une exposition faite avec la RAC, je crois, qui sera là pour parler de son grand-père. Voilà, donc ce colloque va avoir plusieurs axes, plusieurs ouvertures, disons, et points de vue, et en même temps, on se réserve avec René de travailler pour que nos amis de l'AIT-CNT puissent nous faciliter l'accès à des objecteurs russes, ukrainiens et des réfusniks israéliens Qui sont en exil. voilà, qui sont en exil et que nous puissions en avoir et qu'ils fassent des témoignages à ce colloque. Une précision pour tout le monde, c'est que, là je parle au titre du mouvement de la paix, le mouvement de la paix est partenaire hein, du colloque, et on se félicite que le petit-fils d'Alban Liechti soit invité, puisque Alban était au Conseil national du mouvement de la paix. Voilà. Vous allez être dans une ville qui est une ville de paix. Et oui, Ben, puisque c'est pas pour rien que c'est invité sur scène. C'est Pierre Bloch qui va vous recevoir. C'est pas pour rien. J'y ai vécu et travaillé. C'est vrai? Je connais Non, ils sont bien. extrêmement accueillants. Oui. Et le fait qu'ils mettent les salons de l'hôtel de ville, le cinéma, Très beau les salon. 3 ciné pour la Les soirée trois qu'on va ciné, faire, montre bien leur disposition sur ces questions. Bah oui, ils Super. ont, par rapport à la paix
Nagasaki et Hiroshima. C'est une ville de paix. Hein. Il y a 80 ans en plus. Pardon, oui, oui. Et,